J'ai 4 frères, j'ai 3 sœurs. Donc je suis troisième côté papa, deuxième côté maman. Une petite fille, mince. Ça a été un bébé vraiment très choyé. Ça a été un bébé rempli d'amour. Donc, je suis la septième d'une famille de 10 enfants. Donc mon père était policier, ma mère femme au foyer. Je suis une fille de la campagne. Alors, Johan, c'est un jeune homme de 17 ans, joie de vivre, très sportif. C'était un bon élève, c'était un élève qui avait la vie devant lui, qui avait, pour nous, on se disait, mais au contraire, la route qui l'attendait était merveilleuse. Elle était très câline, elle était très malicieuse surtout. C'était la préférée de ma maman. Très, très joyeuse, très vivante, très vive. Et c'est le jeune homme aussi qui se cherchait, hein, adolescent, qui avait ses petites copines et qui avait une préférence pour les chabines. Elle est devenue une très belle jeune fille et elle ne supportait pas qu'on lui dise, par exemple, qu'elle ait pris du poids. À l'époque, on ne parlait pas encore de harcèlement, mais qu'elle se faisait moquer. Elle était visiblement réputée pour la petite fille qui se laissait pas faire, quoi. Tout allait bien. Voilà, on va dire ça, tout allait bien. Donc jusqu'à ce fameux jour. Et c'est parti d'une jeune fille qui a voulu faire de Jade sa chose. Et Jade a refusé. Et à partir de là... Donc, mon cher rusé futé de père qui dit à ma mère en totalité, oui, je vais vous montrer quelque chose à Fabienne au sous-sol. Et Bibi, comme une grande couillonne et comme une grande naïve, elle le suit, quoi. Je suis mon papa, tout ça. Et petit à petit, Jade est rentrée dans le cycle infernal du harcèlement, mais sans en parler à un adulte référent. Mon père était mon modèle et je n'ai rien compris, en fait. Je n'ai rien compris. Elle m'a coincée contre le mur et il m'a dit, t'as déjà vu un père amoureux de sa fille? Donc ça a commencé quand j'avais 8 ans. Je suis entrée dans la chambre et j'ai eu droit à des consignes du style déshabille-toi et allonge-toi là. Au départ, il me faisait comprendre que ce n'était rien. Et en faisant un pacte de silence, ce sont les camarades qui l'ont témoigné à la gendarmerie, Jade nous avait fait jurer de ne rien dire. Pour garder l'amitié de Jade, ils ont accepté ce pacte. Faut pas en parler. Si tu dis, eh bien voilà, il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela, donc tu peux pas en parler. C'était notre secret. Mais ma pauvre maman, jamais elle ne pouvait imaginer que ce qui se passait. Et j'ai rien dire. Mais je crois que ça fait partie de mes plus grandes frayeurs en tant qu'éducateur. Ça fait partie de mes plus grandes frayeurs. Jade souffrait en silence, pleurait en silence, mais à la maison, ça a été une actrice formidable. Il avait sa petite copine, il était à l'école, il allait préparer le bac. Et puis du jour au lendemain, on n'a pas compris. On s'est rendu compte qu'il y avait un mal-être qui était profond, mais qui n'était pas exprimé. Et au final, on a toujours cette question, pourquoi? Pourquoi? On ne sait pas. C'est quelque chose qui s'est jamais refermé en réalité. Et c'était le dernier dimanche des vacances en fait. Et le lundi de la rentrée, nous avons appris qu'un de nos élèves s'était donné la mort. Et ça a été tragique. Ça a été tragique pour nous tous, les adultes déjà, les élèves eux-mêmes, hein, c'était une classe de première, si je me souviens bien. La veille, je rentre tard et on le voit sur son lit, pensif, mais pensif, loin, très loin. Et sur le moment, j'ai pas tilté. Une semaine avant sa mort, elle faisait une vidéo où elle parlait de petit déjeuner, comment bien s'alimenter. Elle racontait qu'elle devait partir justement au cinéma avec des copines. Ce petit déjeuner, c'est le moment le plus important de la journée. Mais 3 jours avant sa mort, je l'ai surprise dans sa chambre le soir, à 21h, qui ne dormait pas et qui était en larmes. Et je lui ai demandé ce qui se passait. Elle m'a simplement dit que son frère lui manquait. Elle m'a eu. Ah ouais, autre événement marquant aussi, le week-end d'avant, on va en soirée. Et là, pendant la soirée, il distribuait sa photo aux filles comme une espèce de dédicace, comme pour garder un souvenir. Depuis quelque temps, on remarque des pratiques
par exemple de scarification, des petites choses comme ça qui se font de plus en plus nombreuses chez des élèves parfois très jeunes, dès la 6e, 5e. Pour nous, c'est nouveau et ça s'amplifie. Mais pour moi, c'était d'accord, il allait s'arrêter un jour. Et ça a continué, en fait. De plus en plus souvent. 2, 3 fois dans une semaine, 2 fois dans la journée. Ma mère nous disait, s'il arrive quelque chose, il faut en parler, il faut dire. J'étais la voix pour lui dire, papa me faire des choses. Et moi, je m'attendais à ce qu'une maman protège son enfant, défend son enfant. Non, non, mais le contraire. Elle a protégé son mari. Et avec la complexité aussi de l'enfant qui a été touché dans son corps, touché dans son intimité par un adulte, et qui a l'impression que les autres adultes autour ne voient pas le problème. Mon grand frère était au courant. Ma grande sœur était au courant. Ma mère était au courant. Mon père était au courant. Et personne ne fait rien. Ce qui s'amplifie d'une manière générale, en réalité, c'est la souffrance de nos élèves. On a l'impression d'assister à un double mouvement. Alors, à la fois des enfants qui semblent de plus en plus turbulents et en même temps des enfants qui semblent de plus en plus en souffrance, qui semblent de plus en plus difficiles à décoder. Donc pour moi, si j'étais plus là, il n'allait plus me toucher. Pour moi, c'était ça. Parce que pour moi, comment faire pour sortir de cet enfer? Et je me rappelle de ma petite sœur à l'époque, elle devait avoir 3 ans, qui a commencé à pleurer en me disant qu'elle m'aimait, donc de ne pas le faire. Là, on est sur entre 2 et 4 jeunes qui vont venir tous les 2-3 jours sur l'hôpital dédié de la MFME. Parce que je serais resté un jour de plus à Sainte-Luce que Montéquille mort. Mais il n'y a pas une semaine qui passe si on n'a pas un petit camarade qui vient dire « Ah, madame, telle personne, tel élève, un tel ou une telle, il a dit qu'il veut se suicider. » Nous, on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots-là? Et chez le petit enfant, il y a également une question du fait que la mort n'est peut-être pas si grave que ça, parce qu'il l'aborde notamment dans les jeux auxquels il est confronté et avec le sentiment que la mort n'est pas forcément quelque chose d'irréversible. Les enfants baignent dans un milieu culturel où le mot suicide est aussi lui-même de plus en plus évoqué. Les mangas, certains dessins animés, non seulement évoqués, mais la pratique aussi est évoquée. Et on est obligé de faire un signalement à la fois auprès du procureur ou bien et auprès du rectorat pour signaler qu'on est face à un élève pour lequel on a un doute. On n'a pas besoin d'avoir de preuves de certitude quand le doute il est établi, quand la question se pose. Nous avons des limites dans les actions que nous pouvons mettre en place. Il faut absolument qu'on alerte et qu'on passe le relais. Quand il nous alerte sur sa vie, moi je recommanderais aux parents de considérer que c'est une urgence. Même si l'enfant ne montre pas de signes de gravité, c'est une urgence, ça mérite de s'arrêter un certain temps. La difficulté aujourd'hui, c'est que le mot, il est rapidement lâché. Ma meilleure amie est fâchée avec moi. Le jour où il y a un conflit, ça y est, le mot est lâché. Mais le mot aussi peut être lâché pour des choses beaucoup plus tragiques. Donc c'est pour ça qu'il est important de mettre du temps, de mettre de l'écoute, d'essayer de comprendre et puis surtout de respecter cette parole et pas tout de suite chercher à la bâillonner en mode « tu te rends compte de ce que tu dis, tu te rends compte comment c'est grave, est-ce que tu sais comment ça va nous faire de la peine ?» Sur le bureau, il y avait un lot pour Adri, un lot pour maman et un lot pour Marie-Marthe avec un cahier où il avait manqué des notes, mais des notes d'un ado perturbé, pas d'un ado lucide. À ce moment-là, on est déconnecté. Donc, il avait mis un petit mot pour chacun. Et là, on se dit, ah ouais, il avait organisé son truc quand même. Et il y a un message d'alerte qu'il faut dire aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Ne vous filmez jamais dans une position nue. Ne vous filmez jamais quand votre corps nu est sur un téléphone, même le vôtre. Ça ne vous appartient plus et vous vous exposez dangereusement. Nos enfants aussi sont exposés au risque suicidaire. Et le savoir, ça change les choses. Et c'est pour ça que moi, je demande que ces risques-là soient inscrits dans les carnets de santé. Avant tout, c'est un problème de santé et rien d'autre. Et rien d'autre, c'est de la santé. Et moi, je savais pas ça. Donc, j'étais ignorante. Et pourtant, Dieu seul sait s'il y avait des docteurs autour de moi, si j'ai vu des sages-femmes, si j'ai vu des médecins généralistes, si j'ai vu des psychologues. Non, ils trouvaient bien de me dire que j'étais bipolaire. Donc, de 2002 à 2013, j'ai pris des traitements, tous les traitements qu'il y avait pour des troubles bipolaires.
Et malgré ça, moi, t'es capable de tentative de suicide, tentative de suicide. Il faut faire la guerre à l'ignorance. Il faut faire la guerre à l'ignorance. Autre phénomène qui caractérise le suicide du petit, de l'enfant, c'est que ce suicide peut survenir dans un moment soit de détresse, soit de frustration, sans forcément venir au cours d'une situation de crise ou au cours d'un épisode dépressif qu'on va retrouver le plus souvent chez les jeunes et chez les adultes, ce qui en donne le caractère encore plus difficile à prévoir. Et je n'avais qu'une envie de disparaître. Moi, je ne pouvais plus, je n'existais plus. Je n'existais plus. Et je pouvais dire ça à personne. À personne. Si parfois des parents trouvent utile de dire à un enfant, tu sais, je n'ai pas désiré que tu naisses, ta naissance est un accident. Non, mais t'aurais quand même pu faire un effort, hein, c'est ta fille. Pardon? Attends, où les mots ont changé, quoi? C'est Mike qui moi? Ah, parce qu'on y en seul, quoi. On y en seul, ça fait 17 ans qu'on m'a décidé de garder Timon là, mais on y en seul, moi, ça vous pâtait les deux, mais quand même, c'est mon chien. Ce sont des phrases qui sont extrêmement blessantes et perturbantes pour l'enfant qui dit « mais si je ne suis pas désiré, si je n'ai pas été désiré, si je suis un accident, peut-être que je n'ai pas de place à vivre avec eux et que je dérange. » Je pouvais parler à personne. J'étais seule. J'étais vraiment seule. Moi, il y a des élèves qui viennent très facilement me parler, mais il y en a d'autres qui vont très facilement aller parler à madame la CPE, d'autres qui vont très facilement parler à monsieur le directeur de la SECPA. Et il faut que les enfants trouvent, et d'ailleurs on le leur dit quand on fait des interventions en classe, parlez à qui vous voulez. Choisissez les adultes à qui vous avez envie de parler. Vous préférez madame un tel, vous préférez monsieur un tel, vous avez le droit. Par contre, si vous avez quelque chose qui ne va pas, si vous avez besoin de dire quelque chose, trouvez une personne et dites-lui. J'étais seule, même entourée. Il y avait du monde, mais je ne pouvais pas partager. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Puis, du jour au lendemain, il y a eu cette petite descente aux enfers où déjà dans sa tête, mais pourquoi? Pourquoi il n'en parlait pas? Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose de grave au point de ne pas le surmonter? Je souffrais de troubles post-traumatiques, donc de dépression majeure. Et c'est ça qui faisait que déjà, je n'avais de contrôle sur rien du tout. Et c'est vrai qu'à chaque rupture amoureuse, je finissais en hôpital psychiatrique à cause de tentative de suicide. À l'époque, mon portail n'était pas automatique. Et bon, Jade fermait et ouvrait le portail, mais j'attendais toujours qu'elle le ferme complètement avant de partir. Et ce jour-là, je ne l'ai pas fait. Je suis partie et je ne l'ai pas regardé. J'ai pas pris ce temps pour lui. J'ai observé qu'il était pensif, mais j'ai pas pris ce temps pour lui. Je ne l'ai pas regardé comme j'avais l'habitude de le faire. Et c'est sur le chemin du retour, je vois que mon époux m'appelle et c'est un voisin qui répond, qui me parle. Et tout de suite, quand j'ai entendu la voix de ce voisin, j'ai senti qu'il y avait un problème. Mais j'ai pensé qu'il y avait un problème avec mon mari. Et il me dit, Maryse, tu es où? Il faut que tu rentres tout de suite, c'est grave. Et en même temps, j'entends mon mari qui crie. Et quand j'arrive, je trouve Jade allongée et on lui fait du bouche à bouche. Et à ce moment, je me rends compte que le short de ma fille est mouillé. Et je prends l'odeur, je vois qu'elle a uriné sur elle. Et je demande qu'est-ce qui s'est passé. Et le voisin qui me dit, Gilles qu'on a entendu crier, et il a décroché sa fille qui était pendue. À ce moment-là, vous savez, Alors ce jour-là, personnellement, moi j'étais dans le quartier et j'ai ma soeur qui m'interpelle, qui me dit, tiens, j'ai reçu un message bizarre de Joanne. Viens, non, dis à ta mère que je meurs dans les bois d'Acajou, quelque chose de similaire. Et je suis là, on ne comprend pas. Et donc elle m'appelle en panique, bien montrer la scène, donc ils descendent et en fait, ils constatent qu'il est pendu à un arbre et ils ont eu le réflexe de prendre les jambes et de tenir. Et on a tout de suite appelé les secours et tout, mais le temps que tout le monde arrive et tout, c'était compliqué.
J'ai pas eu la force d'aller dire ça à ma mère. Donc, du coup, c'est mon copain qui a été. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Est-ce qu'on y est pour quelque chose? Est-ce qu'on a manqué quelque chose? Donc, ça a créé un grand traumatisme, un grand séisme, une grande douleur. Entre-temps, le SAMU arrive, on nous fait sortir. Mais j'y crois, j'ai dit, bon, ben ça y est, ils sont arrivés, les professionnels sont là. Voilà, voilà, ça va se passer, quoi. Et on vient me chercher pour me dire qu'il faut venir embrasser ma fille, lui dire au revoir, parce que c'est fini. Je ne souhaite ça à aucun parent. Ça, c'est une douleur que personne, ni quoi que ce soit, n'arrive à cicatriser. Mon petit frère peut pas partir avant moi. Mon petit frère peut pas nous faire ça. En plus, encore une autre pièce du puzzle, on est en période de fête des mères. Il peut pas faire ça à ma mère. Comment je vais lui dire ça? C'est horrible. Sur le moment, c'est horrible. C'est difficile. Voilà, ce sentiment d'avoir loupé quelque chose. Si ça se trouve, déjà peut-être ce sentiment de peut-être y être pour quelque chose. Est-ce qu'on lui a pas parlé trop sévèrement? Est-ce qu'on a su? Et puis pourquoi à ce moment-là? Pourquoi ce jour-là? Il y a tellement de pourquoi, il y a tellement de questions qui restent sans réponse. Vous ne comprenez rien. Vous avez une enfant qui est dans la joie de vivre, qui est brillante à l'école. Je ne comprends pas qu'une enfant qui ait tout, qui soit si fusionnelle avec ses parents, on me dit ma fille s'est suicidée. Mais quelle en est la cause? 4 jours après, convoquée à la gendarmerie, que nous apprenons séparément, mon mari et moi, que la cause c'était le harcèlement. Et là, le gendarme commence à me raconter des choses. Notre fille harcelée? Mais pour quelle raison? Jade était gentille. Nous avons découvert dans son journal intime, le jour de sa mort, elle parlait d'abord de ses vacances, comment elle était joyeuse, etc. Et sur une autre page, elle parlait de son désespoir, de son ras-le-bol de cette situation. Elle avait même marqué « Cette fille me donne des idées noires » et elle avait nommé cette fille. Donc, quand j'ai été au courant de ça, j'ai suivi la plainte de mon mari. Les gendarmes sont partis sur cette base. Ils ont fait un travail d'investigation, mais vraiment formidable. Et lorsque c'est arrivé au but ultime final, monsieur le procureur de la République de l'époque m'a envoyé un joli courrier pratiquement 20 mois après la mort de ma fille, une fois que l'enquête était clôturée, pour me faire savoir qu'en l'état actuel des choses, vu les preuves qu'il a eues, qu'il ne trouve pas suffisantes, en gros, la seule personne qui aurait pu peut-être le convaincre, d'après ma lecture, elle n'est plus. On pense toujours que ça arrive aux autres et que ça ne nous arrive pas. Et l'instant est tellement... C'est comme si l'instant était figé et puis on voit des choses défiler, mais que nous, on est là et puis on est impuissant. J'ai dit, bon Dieu, laisse-lui la vie et prends-moi ce que j'ai de plus cher. Il y a une semaine, je suis intervenue auprès d'une jeune fille de 24 ans, pleine crise. Ça m'a ramenée dans ce que j'étais, ce que j'ai fait. Et quand je l'ai revu, cet enfant-là, je me suis revue. Je ne vais pas me mentir en disant que je n'ai plus d'idées suicidaires. Je mentirais. Je vis avec. Je vis avec. Je vis avec. Oui. Je vis avec. Les parents sont au courant de ce qui s'est passé. J'ose croire, sans les avoir jamais rencontrés, parce que aucun d'eux ne s'est rapproché de moi, ne serait-ce que pour me transmettre leur sympathie ou leur condoléance. Parce que comme je dis très souvent, le harceleur ou la harceleuse peut tout cacher à ses parents, comme le harcelé. Et il y a des parents qui ignorent les méfaits de leurs enfants. Donc, le parent, je ne lui jette pas la pierre jusque-là. Mais à partir du moment où vous êtes au courant, impliquez-vous pour que cela cesse. Une chose qui m'est dite très souvent dans ces consultations, c'est « j'aimerais que les gens viennent me voir pour me donner envie de vivre et pas pour me rappeler que mon fils, ma fille, mon mari, mon père s'est suicidé. » Parce que je vois des familles qui, du coup, ferment leur
porte de leur maison parce qu'ils craignent que de nouvelles personnes viennent et ils me disent « Mais docteur, c'est aberrant, les gens viennent pleurer dans ma maison et c'est moi qui dois les consoler et j'en ai assez de ça. » Le jour de l'autopsie, lorsqu'on a eu les résultats, donc j'étais avec un groupe d'amis, de voisines, et brutalement, je leur ai dit ça va pas s'arrêter là. Ça va pas s'arrêter là parce que je ne peux accepter que des enfants fassent souffrir des enfants au point d'avoir des drames tels que celui-ci. Je vais créer une association. Il faut faire en sorte que ça ne nous bouffe pas de l'intérieur, mais des fois, on ne le sait pas. C'est tellement inconscient et profond qu'on ne le sait pas. J'ai l'association de l'âme vie, donc depuis 2017, je suis membre. Donc c'est une association pour des victimes d'inceste, de viol et des traumas. Je pensais que j'avais une histoire hors du commun, mais non. J'ai appris que voilà, parce que les gens me disaient tout le temps que tu es une belle personne, tu es une belle femme, chose que je ne voyais jamais. Donc j'ai toujours grandi avec un manque de confiance, un manque d'estime de soi. Et c'est depuis 2017 en fait que voilà quoi, tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Je peux vous assurer que tout a changé. Ça fait des gens devenir tristes, ça fait des gens être en colère, ça fait des gens qui meurent en même temps que la personne. Ça a un impact et des fois, c'est un impact visible et des fois, des impacts invisibles. Dans mon cas, ça a été des impacts invisibles. C'est ma façon d'aller de l'avant et puis d'accepter ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai recommencé une thérapie parce que là, je me sens redescendre. Chacun avance comme il peut et chacun avance en fonction de ses croyances parce que les croyances aussi vont faire toute la différence. On peut être bien et avoir certaines croyances et puis ça arrive à un moment donné de sa vie où on est déjà dans le down. Vous apprenez une nouvelle comme ça, c'est pas ça qui va vous relever, hein. Je pense que c'est le temps qui joue en notre faveur et qui nous permet d'oublier la douleur, mais on n'oublie jamais la personne. Le deuil, ce n'est pas dans le temps, c'est selon les personnes. Et j'ai peut-être commencé mon deuil et puis à un moment donné, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que pour mon mari, mon fils, ma famille, ma mère, mes frères et sœurs, pour leur montrer que je vais bien. Même si je suis restée forte à l'extérieur pour la famille, quand je rencontre des gens, c'est les gens qui pleurent, c'est moi qui les console. À l'intérieur, ça a brisé des choses. Les personnes qui sont endeuillées par suicide vivent le plus souvent des deuils qu'on appelle pathologiques. Ça veut dire qu'ils vont développer dans l'année qui suit, dans les mois qui suivent, le plus souvent, ou une dépression ou un trouble de stress post-traumatique qui est extrêmement douloureux. Nous avons une mission de prévention. Nous parlons aussi beaucoup des sanctions qui sont très méconnues, mais qui intéressent beaucoup les jeunes. Si le mutisme était général en amont, là, le débat, il est là, à la partie sanctions. Et c'est très bien, je dis. Je dis que c'est très bien qu'ils comprennent que cette loi de 2014 leur est propre à eux. J'ai porté plainte contre mon père. Je suis allée au bout du procès malgré la vague de violence qu'il y avait autour. C'était pour mes enfants. Comme ma petite sœur m'a dit qu'elle m'aimait, je me suis dit non, je dois rester vivante pour elle. Parce que si en fait je suis plus là, il va faire avec ma petite sœur. Et j'ai fait une promesse à ma petite sœur en lui disant que jamais il va te faire du mal. Et j'ai tenu parole. Moi, sur les expériences que je connais, 70% sont des garçons. Alors c'est vrai, on a tendance à dire que les filles, elles vont pleurer plus facilement, elles vont se plaindre plus facilement, mais en fait, elles vont plus facilement parler de leurs émotions. Pour les garçons, c'est plus difficile, et ce qu'on demande aux garçons aussi, c'est plus difficile. Alors, comme tout adolescent, forcément, les garçons auront des phases, des fois plus marquées que les filles. Je pense que c'est ce côté où on se recherche, on se construit, où on se pose beaucoup de questions. Soit fort, soit dur, soit un mec, quoi. C'est une grosse charge aussi, ça. Et ce que je regrette surtout, c'est l'irrespectabilité sur les réseaux sociaux. De divulguer des choses. Il faut qu'on fasse attention à ça parce que ça fait mal aux familles, surtout lorsqu'on sait qu'on est coupable de rien. J'ai décidé de changer ma façon de voir les choses. J'ai compris une chose, c'est que je n'ai plus envie de dire à quelqu'un, tu sais quoi, tes paroles vont tellement me blesser que je vais oser me faire du mal pour te faire plaisir. Non, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Maintenant, je retiens toujours que je suis une créature de Dieu et je suis vraiment une personne merveilleuse. Mon garçon aujourd'hui, il est adolescent et si je n'étais plus là, vous imaginez tout ça que j'allais rater?
Vous imaginez ça que j'allais rater? J'allais pas avoir mon 3e enfant non plus. J'allais pas me marier non plus. Donc, vous voyez tout ça que j'allais rater en disant, mais vous imaginez ça? La vie est courte et belle. Franchement, à mes filles, maman, il n'y a pas plus amoureuse de la vie à mes filles. Et pour faire savoir à ces élèves qui sont aussi des enfants qu'ils sont aimés, y compris par ceux qui passent leur temps à leur dire sois plus sage, sois plus gentil, mais qui sont aimés. C'est ce qu'on essaye de faire passer un message qui soit avant tout de leur faire comprendre qu'ils comptent en fait à nos yeux. Le seul truc qu'on peut faire, c'est de donner de l'amour à nos proches, aux gens qui nous entourent. Parce que j'ai envie de dire, peut-être quelqu'un peut en faire un acte. On passe, on a un sourire, on a une attention, on voit cette personne. Juste ça peut la faire changer d'avis. J'ai compris ça aujourd'hui, que je ne veux pas mourir. J'ai compris une chose, c'est que j'ai une raison d'être. Et si Dieu a fait que je n'ai pas fait à 12 ans, si j'ai survécu à mes 23 ans, si j'ai survécu, enfin, je pense que j'ai osé tenter de mettre fin à vie plus de 7 fois. Et si à chaque fois, je suis encore là, c'est qu'il y a une raison. Et j'ai compris une chose, c'est de ne laisser personne éteindre la flamme qui existe en moi. Ma force vient de toute cette histoire, tout ce bagage que je traînais avec moi. C'est vrai, c'était lourd, c'était dur. À plusieurs reprises, je voulais baisser les bras. Je ne pouvais plus. Donc, je suis passée par plusieurs phases. L'inceste, des viols. Je suis passée par la phase dépression. Dépression était ma meilleure amie, en fait. Je ne connaissais pas d'autres amis que la dépression. Je suis passée par la phase où j'ai connu l'abandon. Parce que mon frère est toujours dans mon cœur. Je l'aime toujours autant. Il me manque, je le lui dis. Mais aujourd'hui, je sais qu'il faut faire sans lui. Aujourd'hui, je sais que je suis une femme forte. Je suis une battante. Je suis une femme courageuse. Je sais qu'aujourd'hui, je suis une femme belle. Ma vie mérite d'être vécue. Ça vaut la peine. La vie est un don, c'est un cadeau de Dieu.